J'ai payé le loyer pour ma sœur et son fiancé pendant 8 mois d'affilée. Mais le jour de l'anniversaire de papa, je les ai entendus plaisanter. Elle est trop bête pour réaliser qu'on ne la remboursera jamais. Je n'ai rien dit et j'ai arrêté de payer. Un mois plus tard, ils se sont présentés en pleurant à ma porte, parlant du propriétaire. Ma sœur, Léa, a toujours eu cette façon de transformer ses erreurs en la responsabilité de quelqu'un d'autre. Elle avait 4 ans de moins que moi mais parvenait d'une manière ou d'une autre à donner l'impression qu'elle avait survécu à une vie plus dure. J'y ai cru pendant longtemps. Je me disais, c'est la famille. Elle a juste besoin d'une pause. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est à quel point il est facile pour certaines personnes de profiter de la gentillesse quand elles savent que vous ne leur direz jamais rien. Tout a commencé par un appel tard dans la nuit. Léa pleurait. Elle et Lucas vivaient dans cet appartement juste à l'extérieur de Lyon depuis 6 mois, et apparemment, ils avaient déjà 2 mois de retard sur le loyer. Leur propriétaire leur avait envoyé un dernier avertissement. Ils avaient 5 jours pour payer ou partir. Elle n'a pas demandé directement. Elle a dit des choses comme « Je ne sais pas ce que nous allons faire, et si nous nous retrouvons à la rue, ça va briser le cœur de maman. » Elle mentionnait constamment le nom de Lucas, donnant l'impression qu'ils étaient ensemble dans cette situation désespérée, luttant pour leur avenir. Je lui ai dit que j'aiderais. J'ai viré 1 400 € à leur propriétaire le lendemain matin. C'était le premier mois. C'est devenu une routine après ça. Chaque premier du mois, j'envoyais de l'argent directement au propriétaire. Léa m'envoyait le montant par texto, généralement entre 850 et 1100 €. Je ne demandais pas pourquoi cela fluctuait. Je ne demandais pas ce que Lucas faisait comme travail ou pourquoi Léa, qui prétendait avoir trouvé des petits boulots en freelance, ne pouvait pas réunir quelques centaines d'euros elle-même. Je continuais simplement à envoyer de l'argent. En avril, j'ai payé leur loyer la même semaine où j'ai dû payer une facture de réparation de voiture de 720 €. J'ai pioché dans mes économies et j'ai mangé des sandwichs au beurre de cacahuètes pendant 9 jours d'affilée. Je n'arrêtais pas de me dire, ils me rembourseront. Je suivais tout sur un tableur juste pour ne pas me sentir idiote. Chaque fois que je le mettais à jour, je les imaginais un jour se présenter avec un chèque, me serrant dans leurs bras, en disant quelque chose comme « Nous n'aurions jamais pu y arriver sans toi ». Cette illusion s'est brisée le jour de l'anniversaire de mon père. Nous avions organisé un petit dîner simple dans le jardin. Ma mère a grillé des hamburgers, ma tante a apporté une tarte, et je me souviens que papa était de très bonne humeur. Léa et Lucas sont arrivés en retard, mais personne ne s'en est soucié. Ils souriaient, riaient, agissaient comme si tout allait bien. Vers 21 h, je suis sorti jusqu'à ma voiture pour prendre le jeu de société que j'avais promis d'apporter. En revenant, je suis passé sur le côté de la maison. C'est là que je les ai entendus. Ils se tenaient près du porche, juste hors de vue. Leur voix était basse, mais pas assez. Lucas a dit, elle est trop bête pour réaliser qu'on ne la remboursera jamais. Léa a ri. Pas de manière gênée, juste nonchalamment, comme s'ils avaient déjà eu cette conversation. Elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Pourquoi le ferions-nous? Elle agit comme si c'était son travail de sauver tout le monde. Je suis resté là, sans bouger. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai souri pendant le jeu, j'ai dit au revoir à tout le monde en les serrant dans mes bras, et je suis rentré chez moi. Je suis resté au lit pendant des heures, repensant à chaque euro que j'avais envoyé, à chaque mensonge qu'ils avaient raconté. J'ai regardé mon tableur et je l'ai supprimé. Le mois suivant, je n'ai rien envoyé. J'ai bloqué le numéro du propriétaire de Léa. Personne n'a envoyé de texto. Ni Léa, ni Lucas. Rien. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être trouvé une solution. Peut-être que quelqu'un d'autre payait la facture maintenant. Je m'en fichais un peu. Puis, 4 semaines plus tard, je suis rentré du travail pour les trouver debout sur mon paillasson. Léa pleurait. Ses cheveux étaient mouillés par la pluie. Lucas avait l'air de ne pas s'être douché. Leurs affaires étaient entassées sur la banquette arrière d'une vieille Renault Clio. Le propriétaire nous a mis dehors, a-t-elle dit. Nous sommes sans abri. Nous ne savions pas vers qui d'autre nous tourner. Je les ai juste regardés, sans colère, sans suffisance, juste vides. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas leur filet de sécurité. J'étais leur plan, leur seul et unique plan. Et maintenant qu'ils n'existaient plus, ils faisaient enfin face aux conséquences. Je ne les ai pas invités à entrer. Léa était trempée,
tenant son téléphone dans une main et un sac de course à moitié déchiré dans l'autre. Lucas se tenait derrière elle, sa capuche relevée et un sac de sport en bandoulière. Il ressemblait exactement à ce qu'ils étaient, deux personnes qui étaient finalement arrivées au bout du chemin. Elle a dit que le propriétaire avait jeté leurs affaires sur le trottoir et changé les serrures, qu'ils n'avaient même pas eu d'avertissement, que ce n'était pas légal et qu'ils allaient porter plainte. Je ne me souviens même plus pourquoi. La façon dont elle l'a dit, c'était comme si elle pensait que je serais choqué, que je prendrais leur parti sans poser la moindre question. Mais je n'étais pas choqué. Je lui ai demandé quand était la dernière fois qu'ils avaient payé le loyer. Elle a hésité trop longtemps, à regarder Lucas comme si elle voulait qu'il réponde. Il a dit que ça faisait un moment et a blâmé une vague urgence sur laquelle je n'ai même pas posé de questions. Les excuses ne m'intéressaient plus. Je leur ai dit que j'avais entendu ce qu'ils avaient dit le jour de l'anniversaire de papa. Léa s'est figée. Lucas a eu l'air surpris une seconde, comme s'il avait même oublié que c'était arrivé. Elle a commencé à dire que c'était une blague, que j'avais mal entendu, que je l'avais sorti de son contexte. Elle a même ri un peu, mais c'était le mauvais genre de rire, celui que l'on utilise quand on essaie de gagner du temps. Je lui ai demandé combien de temps il comptait continuer à me prendre de l'argent. Elle n'a pas répondu. Puis j'ai dit la chose que je retenais depuis 8 mois, je n'étais pas leur banque. Je n'étais pas leur plan de secours. C'était fini. Au moment où elle a réalisé que je n'allais pas leur offrir un endroit où rester, tout a changé. Son ton est passé de doux à sec. Elle m'a traité d'égoïste. A dit que je les punissais au pire moment de leur vie. A dit que je lui devais bien ça après tout ce qu'elle avait traversé, que si les rôles étaient inversés, elle m'aiderait. Je n'y ai pas cru une seule seconde. Elle a dit que c'était juste pour quelques nuits. Juste le temps qu'il trouve quelque chose. Juste le temps qu'il s'organise. Mais c'est ce qu'elle disait toujours. Juste le temps que. Toujours temporaire. Toujours une promesse qui ne menait nulle part. Je leur ai dit non. Les yeux de Léa se sont à nouveau remplis de larmes, mais cette fois, elle n'était pas triste. Elle était furieuse. Lucas est resté là comme une statue, fixant le sol. Ils sont partis sans un mot de plus, sont montés dans leur voiture déglinguée et se sont éloignés. Je les ai regardés partir. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas remise en question. Je suis rentré et j'ai préparé le dîner. Le silence qui a suivi était étrange. Pas paisible, juste vide. Je pensais que ce serait tout. Peut-être qu'ils emménageraient chez un des amis de Lucas ou retourneraient chez l'ancienne colocataire d'université de Léa. Peut-être qu'ils essaieraient enfin de se débrouiller seuls. Mais 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle n'a pas dit salut. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle est allée droit au but. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Léa lui avait tout raconté, enfin, sa version. Qu'ils avaient été expulsés. Qu'ils dormaient dans leur voiture. Qu'ils n'avaient pas d'argent, pas d'option, personne d'autre, et que sa propre sœur leur avait tourné le dos. J'ai essayé d'expliquer, je lui ai parlé du loyer que j'avais payé pendant 8 mois d'affilée, du fait que je n'avais jamais récupéré un centime, de la façon dont il s'était moqué de moi dans mon dos pendant que je vidais mes économies pour les maintenir à flot. Elle ne m'a pas cru. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas y croire. La famille ne se tourne pas le dos, a-t-elle dit. Tu te crois meilleur qu'elle juste parce que tu as un travail et un appartement? Je lui ai demandé si elle laisserait Léa et Lucas emménager chez elle. Silence. Bien sûr que non. Elle et papa avaient à peine assez de place pour eux-mêmes. Elle voulait que je m'en occupe parce que j'étais l'aîné, parce que j'avais un revenu stable, parce que j'étais la responsable. Ça avait toujours été la dynamique en grandissant. Léa faisait une bêtise, et je réparais. Elle pleurait, et j'arrangeais les choses. Elle cassait quelque chose, et je payais, littéralement, dans ce cas. J'ai mis fin à l'appel avant que ça ne s'aggrave. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Léa, j'espère que tu es contente. Nous n'avons nulle part où aller. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Mais je savais que ce n'était pas fini. Il n'allait pas disparaître tranquillement. Le prochain coup ne viendrait pas d'eux. Il viendrait de mes parents. Et il ne viendrait pas demander gentiment. Ça a commencé par un texto de groupe. Mon père, qui n'envoyait presque jamais de texto à qui que ce soit sauf pour des questions de logistique ou de météo, a soudainement envoyé un paragraphe massif dans le chat de groupe familial.
Mais dès que je l'ai lu, j'ai su que ça ne venait pas vraiment de lui. Il portait les empreintes de ma mère. Trop de points d'exclamation, trop de phrases comme « la famille reste soudée quoi qu'il arrive » et « il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de compassion » et celle qui m'a vraiment marqué « nous sommes si déçus de voir à quel point tu as été froide ». Qu'est-ce que grand-mère penserait si elle voyait ça? Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, ma tante Sophie a appelé. Elle a toujours été la médiatrice désignée de la famille. Elle a essayé de paraître décontractée, comme si elle appelait juste pour prendre des nouvelles, mais en 2 minutes, elle parlait de Léa. Apparemment, Léa et Lucas logeaient dans un motel bon marché, le genre avec des enseignes au néon qui clignotent et des distributeurs automatiques qui n'ont pas été réapprovisionnés depuis des années. Il leur restait juste assez sur une des cartes de crédit de Lucas pour tenir peut-être 2 nuits. Sophie a dit que Lucas cherchait du travail et que Léa essayait de rester positive. Puis elle a glissé ce pourquoi elle avait vraiment appelé. Chloé, peut-être que ça a été un peu trop loin. Tu as fait valoir ton point de vue. Ne penses-tu pas qu'il est temps d'être la plus raisonnable? La plus raisonnable. J'avais déjà entendu ça. Ça voulait toujours dire la même chose, ravale tes sentiments, répare le désordre et fais comme si de rien n'était. Je lui ai parlé des 8 mois de loyer que j'avais payés, de la façon dont je les avais entendus se moquer de moi. J'ai même répété les mots exacts que Lucas avait utilisés, elle est trop bête pour réaliser qu'on ne la remboursera jamais. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle m'a sorti la phrase que je savais qu'elle allait dire. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont stressés. Ils étaient probablement juste gênés que tu doives autant les aider. Alors maintenant, c'était de ma faute si j'avais aidé. Je l'ai remerciée pour son appel et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse continuer. Plus tard ce soir-là, j'ai sorti mes poubelles et j'ai remarqué une voiture familière garée de l'autre côté de la rue. Au début, j'ai cru que je l'imaginais, mais j'ai reconnu le feu arrière gauche cassé et le stupide autocollant que Lucas avait mis l'année dernière. La Renault Clio de Léa. Je suis resté sur le porche un moment, à attendre. Puis, mon téléphone a vibré. On peut parler? Juste 5 minutes. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message vocal de mon père. Son ton n'était pas en colère. C'était pire, calme, mesuré, déçu. Il a dit que maman n'avait pas dormi, qu'elle avait le cœur brisé et que Léa était en danger en dormant dans une voiture. Il a terminé par « Ça ne te ressemble pas, Chloé. Nous t'avons mieux élevé que ça. » Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'attendais. Mais elle a aussi rendu quelque chose très clair. Personne ne voulait voir la vérité. Personne ne voulait parler de la façon dont Léa m'avait utilisé, s'était moqué de moi, m'avait menti. Il ne voulait pas de fait. Il voulait que je fasse disparaître le problème. Pour eux, je n'étais pas Chloé, leur fille. J'étais Chloé, celle avec le salaire, l'appartement et la patience infinie. Alors ce week-end-là, je suis allé chez mes parents pour dire ce que j'avais à dire en personne. À la minute où je suis entré, je l'ai regretté. L'air était lourd. Ma mère me regardait à peine. Mon père ne m'a même pas demandé comment j'allais. Finalement, il a levé les yeux de son journal et a dit « Tu dois arranger ça. » Pas « nous », pas « parlons-en ». Juste moi. Je lui ai demandé pourquoi c'était toujours mon travail de tout arranger. Il n'a pas répondu. Ma mère a juste marmonné quelque chose sur le fait que Léa était fragile. J'ai fini mon café, j'ai mis la tasse dans l'évier et je suis parti. Ce soir-là, Léa a envoyé un dernier message. S'il te plaît, une nuit, juste le temps qu'on trouve une solution. Mais j'avais déjà trouvé la solution. Une nuit se transformerait en 1 semaine, puis en 1 mois, et je serais revenu au point de départ. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Loin de là. 3 jours se sont écoulés sans un seul message de personne. Pas de texto de Léa, pas d'appel de mes parents, pas même un de ces mèmes de motivation chargés de culpabilité que ma mère aimait poster quand elle était contrariée mais prétendait que non. J'ai commencé à penser que peut-être, juste peut-être, c'était fini. J'avais tort. Ce jeudi-là, je suis arrivé dans mon allée après le travail et j'ai vu la voiture de ma mère garée devant ma maison. Elle attendait déjà sur le porche avec un Tupperware à la main, comme si c'était juste une visite amicale. Je pouvais dire qu'elle essayait de m'amadouer avant le sermon qu'elle avait prévu. Elle n'a même pas attendu que je déverrouille la porte. Dès que j'ai mis le pied sur le porche,
elle a dit, Léa mange à peine. Elle est malade de stress, et toi, tu l'ignores. J'ai ouvert la porte et je l'ai laissée entrer parce que je n'avais pas envie de me disputer sur le perron. Elle est allée directement à la cuisine, a posé le récipient sur le comptoir comme si elle vivait encore là, et s'est retournée avec un regard qui disait que je l'avais personnellement trahi. Je lui ai dit que j'étais désolé que Léa ait des difficultés, mais que je n'allais pas arranger les choses cette fois-ci. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Alors, c'est tout? Tu vas vraiment laisser ta propre sœur vivre dans une voiture? Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée, a baissé la voix et a dit, tu as été mieux élevée que ça, Chloé. Je t'ai appris à avoir de la compassion. On s'aidait les uns les autres dans cette famille. C'était la meilleure. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que Léa m'avait aidé pour quoi que ce soit. J'ai dit que je ne tournais pas le dos à la famille, je refusais simplement de continuer à être le distributeur automatique de billets de la famille. Je lui ai raconté comment je les avais entendus rire à l'idée de ne jamais me rembourser et comment personne, ni Léa, ni Lucas, ni même maman ou papa, n'avait jamais dit « merci pour ces 8 mois de loyer ». Elle ne l'a pas nié. Elle n'a même pas eu l'air surprise. Elle a juste soupiré et a dit « tu as toujours été forte ». Elle n'est pas comme toi. Elle est délicate. Délicate. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Elle ne se contentait pas de défendre Léa, elle lui trouvait des excuses. Ma mère est restée encore 10 minutes, répétant principalement les mêmes phrases culpabilisantes, puis est partie sans finir son café. La soupe qu'elle avait apportée est restée intacte sur mon comptoir. Plus tard dans la nuit, Léa a appelé. J'ai laissé sonner. Le message vocal n'était presque que des pleurs. Elle a dit qu'ils n'avaient plus d'argent pour l'essence, qu'ils étaient garés derrière une station-service, qu'elle ne s'était pas douchée depuis 4 jours, qu'elle avait peur. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mon frère, Julien. Il est habituellement le plus discret de la famille, le genre de gars qui évite les drames comme si c'était son métier. S'il appelait, je savais que mes parents l'avaient impliqué. Il a dit que maman et papa parlaient de laisser Léa et Lucas revenir vivre chez eux pour un temps, mais seulement si j'acceptais de les soutenir financièrement jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si absurde. Je ne savais pas comment réagir autrement. Julien a dit, je ne dis pas que tu devrais. Je te dis juste ce qu'ils disent. Il pense que tu lui dois au moins ça. Lui dois. Encore ce mot. Je lui ai dit que je ne paierais pour rien. Si maman et papa voulaient les accueillir, c'était leur décision, mais je ne financerais pas cela. C'était fini. Julien est resté silencieux une seconde. Puis il a dit, tu sais que ça va exploser, n'est-ce pas? J'ai dit, ça a déjà explosé. Cette nuit-là, vers minuit, j'ai vu des phares balayer ma fenêtre. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu la voiture de Léa garée de l'autre côté de la rue à nouveau. Elle n'essayait pas de se cacher. Elle était assise sur le siège conducteur, fixant ma maison. Je ne suis pas sorti. Je ne lui ai pas envoyé de texto. Je l'ai juste regardée rester là pendant près d'1 heure avant qu'elle ne parte. Le lendemain matin, mes parents m'attendaient devant mon immeuble de bureau. Je n'avais même pas atteint la porte que mon père s'est mis devant moi. Son ton était calme, ce qui rendait les choses pires. « Tu dois arranger ça », a-t-il dit. Je lui ai dit que je n'arrangeais rien. Plus maintenant. J'ai tout déballé. Comment j'avais dépensé des milliers d'euros pour aider. Comment on s'était moqué de moi dans mon dos. Comment tout le monde s'attendait soudainement à ce que je continue à me sacrifier pendant que Léa ne contribuait à rien. Il a secoué la tête et a dit, il ne s'agit pas d'argent. Tu es en train de déchirer cette famille. Je lui ai dit, non, je refuse juste de nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre pour une fois. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Puis il a dit quelque chose qui m'est resté dans la tête pendant des jours. Si elle ne s'en sort pas, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Et puis il est parti. Je suis resté là quelques minutes après leur départ, essayant de respirer. J'avais toujours su que ma famille était un peu déséquilibrée, mais je n'avais réalisé qu'à ce moment-là à quel point les attentes étaient profondes et à quel point j'étais réellement seul. Après cette scène devant mon bureau, tout est redevenu calme. Pas le genre de calme où les choses sont résolues. Plutôt l'œil du cyclone, où tout s'immobilise une seconde avant que tout ne s'effondre à nouveau. Pas de message, pas d'appel, pas de voiture garée de l'autre côté de la rue. C'était comme si ma famille avait collectivement décidé de m'exclure.
pendant quelques jours, j'ai essayé de me convaincre qu'il passait à autre chose. Peut-être que Léa avait trouvé un endroit où loger. Peut-être que Lucas avait trouvé un travail quelconque. Peut-être qu'il faisait enfin quelque chose pour remédier au désordre qu'ils avaient créé. Mais ensuite, la vague suivante a déferlé. Ça a commencé modestement. Un message privé de quelqu'un dont je me souvenais à peine, l'ancienne colocataire d'université de Léa, je crois. Est-il vrai que tu la laisses vivre dans sa voiture pendant que tu es confortablement installé chez toi? Puis un autre message d'un ami commun de Lucas, la famille ne fait pas ça. Tu crois que l'argent te rend meilleur. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années étaient soudainement des experts de ma vie, donnant leur avis derrière leurs écrans comme s'ils savaient quoi que ce soit de ce que j'avais fait pour Léa. Et puis, quelque chose d'inattendu, une lettre manuscrite. 2 pages de ma mère. L'enveloppe était fine, l'écriture immédiatement familière. Elle ne m'avait pas écrit de lettre depuis le lycée. Le ton n'était pas en colère. C'était pire. C'était triste, déçu, des mots soigneusement choisis qui semblaient avoir été répétés, réécrits et peaufinés à la perfection. Elle a dit qu'elle savait que Léa avait fait des erreurs, qu'elle et Lucas n'étaient pas parfaits, que peut-être ils ne disaient pas toujours les bonnes choses. Mais elle a aussi dit que j'avais laissé ma fierté et mon ressentiment obscurcir mon jugement. Elle a écrit, « Il viendra peut-être un temps où Léa ne sera plus là, et tu regretteras de lui avoir tourné le dos. » Cette phrase m'est restée en tête pendant des heures. Elle a conclu par « Je ne m'attends pas à ce que tu changes d'avis aujourd'hui, mais j'espère que ton cœur s'adoucira avant qu'il ne soit trop tard. » Je n'ai pas répondu. J'ai plié la lettre, l'ai placée dans mon tiroir et je suis parti. Le lendemain, mon patron m'a convoqué dans son bureau. Il a été poli, mais ferme. Quelqu'un, il n'a pas dit qui, mais je n'avais pas besoin de deviner, s'était présenté au bureau plus tôt ce matin-là pour me parler. Il a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais je préférerais que les affaires personnelles restent en dehors des locaux de l'entreprise. J'ai hoché la tête, je me suis excusé, et je suis sorti avec l'impression d'être entré dans une réalité alternative où ma vie était un mauvais feuilleton télévisé. Ce soir-là, j'ai complètement éteint mon téléphone. Je ne pouvais plus supporter un autre message de quelqu'un me disant quel genre de sœur je devrais être. Et pendant un moment, les choses se sont vraiment tues, jusqu'au samedi matin. J'ai ouvert la porte en attendant une livraison et j'ai vu Lucas, seul. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Des cernes sous les yeux, mal rasé, portant le même sweat à capuche que je lui avais vu une douzaine de fois. Il n'a pas demandé à entrer. Il n'a pas essayé de se défendre. Il est juste resté là, tenant une enveloppe abîmée. Je sais qu'on ne mérite pas ton aide, et je sais que j'ai été un imbécile. Je veux juste que tu saches qu'on essaie maintenant. Il m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des reçus, des factures de motel, des notes sur des candidatures d'emploi, des fiches de paie d'un entrepôt, même une liste des choses qu'ils avaient vendues, vieux appareils électroniques, meubles, une guitare. Je ne demande rien, a-t-il dit. J'ai juste pensé que tu méritais peut-être de le voir. Et puis il est parti. Pas de discours, pas de larmes, juste parti. J'ai fixé cette enveloppe pendant un long moment. Et pour la première fois depuis le début de ce bazar, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du calme. Pas le silence de l'ignorance, mais un vrai calme. Comme le début de quelque chose de réel. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message de Léa. Pas de longues explications, pas de culpabilisation, juste une ligne, merci de m'avoir fait y faire face. Pas d'émoji, pas de drame, juste des mots. Et pour une fois, il semblait venir d'elle. J'ai fixé son message. Merci de m'avoir fait y faire face. Pas d'émoji, pas de jérémiade, pas de « mais ». C'était la première fois depuis des années que Léa disait quelque chose qui ne semblait pas être assorti de conditions. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas comment. Ce n'était pas comme si j'avais attendu des excuses ou que je m'attendais à ce qu'elle développe soudainement une conscience. En vérité, je m'étais fait à l'idée de ne plus jamais avoir de ses nouvelles. Mais ce message m'a touché différemment. Il n'a pas tout réparé, mais il a fissuré la partie de moi qui se demandait encore s'il restait quelque chose de la sœur que je connaissais. Je l'ai laissé lu pendant presque 3 jours complets. Puis, un mardi matin, juste avant 9 heures, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et je l'ai vue. Pas de voiture derrière elle, pas de Lucas, pas de larmes, pas de maquillage, juste Léa, debout là dans un sweatshirt et un jean trop grand,
ne tenant rien. Elle n'a pas demandé à entrer. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle a juste dit « je ne veux rien ». J'avais juste besoin de dire quelque chose en personne. Je l'ai laissé parler. Elle a dit qu'elle était désolée. Ce n'était pas nouveau. Mais ce qui a suivi l'était. Elle m'a dit qu'elle me considérait comme un plan de secours, un coussin, une bouée de sauvetage qui ne rompait jamais, peu importe jusqu'où elle poussait. Que lorsqu'elle et Lucas ont ri ce soir-là, ce n'était pas parce qu'ils pensaient que j'étais bête, c'était parce qu'ils avaient honte. Et la honte est plus facile à porter quand on l'habille en supériorité. Elle a admis qu'ils n'avaient jamais prévu de me rembourser, non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils ne pensaient jamais pouvoir remettre leur vie sur les rails assez longtemps pour le faire, et elle se détestait pour ça. Elle a dit qu'elle détestait la personne qu'elle devenait, la façon dont elle me regardait comme si j'étais juste une autre ressource à exploiter. Elle a dit, je me suis tellement habituée à ce que tu me sauves que j'ai oublié comment me tenir debout. Cette partie m'a touché. Elle m'a parlé des nuits passées à dormir dans la voiture, de la façon dont il faisait si froid qu'il faisait tourner le moteur pour se chauffer, puis l'éteignait par intervalle de 30 minutes pour économiser l'essence. Comment il se garait derrière les stations-service, effrayé que quelqu'un frappe à la fenêtre. Elle a dit que le pire n'était pas la faim ou le froid, c'était de réaliser que pour la première fois, personne ne viendrait. Ni moi, ni mes parents, personne. Et dans ce silence, elle a finalement dû se confronter à elle-même. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Lucas a trouvé un travail dans un entrepôt via une agence d'intérim. Elle a trouvé un travail à temps partiel dans une garderie où on ne posait pas trop de questions. Ils ont vendu tout ce dont ils n'avaient pas besoin, ont trouvé un petit studio au-dessus d'un garage automobile. La moitié des prises ne fonctionnent pas et l'eau chaude est aléatoire, mais c'est à eux. Elle m'a regardé et a dit, je ne veux pas redevenir celle que j'étais, et je ne m'attends pas à ce que nous soyons à nouveau proches. Je veux juste que tu saches que j'essaie, pour de vrai cette time. Je n'ai pas dit grand-chose. J'étais encore en train de digérer. Mais avant qu'elle ne parte, j'ai dit, je te pardonne. C'était étrange de le dire. Non pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que je le pensais plus que je ne l'aurais cru. Léa n'a pas pleuré. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas demandé à entrer. Elle a juste hoché la tête, a dit « merci » et est redescendue les marches. Ce soir-là, je me suis assise avec l'enveloppe que Lucas m'avait donnée, les reçus, les candidatures, la liste des choses qu'ils avaient vendues. Je ne leur devais plus rien, mais je ne me sentais pas en colère. Je me sentais soulagé. Nous ne sommes pas proches maintenant, mais nous nous parlons une fois par semaine, peut-être. Elle me tient au courant de l'évolution des choses. Des petites choses. Je n'insiste pas. Je ne propose pas d'argent. J'écoute simplement. Mes parents se sont finalement calmés. Je crois que même eux ont commencé à voir le changement chez Léa. Le drame s'est estompé quand la pression ne fonctionnait plus. Et j'ai tracé mes limites, claires et fermes. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. Le jour de mon anniversaire, une petite enveloppe est apparue dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste mon nom. À l'intérieur, il y avait un morceau de papier plié, un mot. Je ne suis pas encore là où je veux être, mais grâce à toi, je crois enfin que je peux y arriver. Et collé en bas, il y avait un billet de 20 € tout neuf. Ce n'était pas pour l'argent. Pas du tout. C'était ce que cela signifiait. Que pour la première fois de sa vie, elle voulait donner quelque chose en retour. Et c'était suffisant. J'ai rangé le mot au fond de mon tiroir. Non pas parce que j'avais besoin de le garder, mais parce que quelque chose à ce sujet ressemblait à une conclusion, comme un chapitre qui avait enfin fini de se tourner. Plus tard dans la soirée, je me suis assise sur mon balcon avec une tasse de thé, et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas senti cette tension lourde et agitée dans ma poitrine. Je n'attendais pas le prochain désordre. Je ne me préparais pas à un autre coup à la porte. J'étais juste calme, et j'ai réalisé que c'était peut-être ça, la paix.